Bonjour à tous. Je suis malade pour mon plus grand bonheur, n'est-ce pas? Ça n'a rien à voir, mais ça me permet de vous expliquer pourquoi j'ai cette tête, pourquoi j'ai cette voix et tout le reste. Mais ça ne va pas m'empêcher de vous régaler avec notre sujet d'aujourd'hui. Savez-vous que vous êtes régulièrement spectateur d'une pratique artistique sans même le soupçonner? Le terme de tableau vivant peut sembler au premier abord un petit peu nébuleux. Il évoque à la fois plein de choses et à la fois il n'est pas très clair. Ce sujet est un petit peu particulier pour moi car il s'agit d'une notion que j'ai eu le plaisir d'aborder quand j'étais à la fac avec une professeure formidable qui se reconnaîtra. J'espère rendre hommage à son cours et vous faire apprécier autant que moi cette pratique du tableau vivant qui semble ne pas faire écho à notre quotidien et qui pourtant y est bien présente. Un tableau vivant est un paradoxe. Il s'agit d'une pratique artistique consistant pour un groupe de personnes à reproduire une composition artistique. Cette composition est généralement une peinture, mais il peut aussi s'agir d'une sculpture ou d'une production littéraire, en fait, toute image produite ou décrite. Potentiellement, la pratique du tableau vivant a pu exister dès lors que des images ont pu en quelque sorte être imitées. Il s'agit pour les artistes à l'origine de la démarche de recomposer visuellement une œuvre à destination d'un public d'initiés et donc susceptible de la reconnaître. Autrement dit, le tableau vivant se pratique entre cercles de référence. Il a aussi la particularité d'avoir relativement peu intéressé les chercheurs en art du spectacle. Si nous disposons tout de même des réflexions de certains auteurs sur le sujet, les ouvrages traitant du tableau vivant sont trop peu fréquents au fil des siècles pour qu'il soit possible d'en avoir une réelle théorie. Historiquement, cette pratique se construit à la fin du Moyen-Âge en Europe par le biais de pièces religieuses. Les premières occurrences d'une pratique semblable et datée dont nous disposons s'illustrent à la fin du XIVe et au début du XVe siècle. L'arrivée d'un roi ou d'un prince dans une ville nouvellement conquise à son royaume était l'occasion d'une sorte de cérémonial, l'entrée royale. Pour cet événement, un parcours était préalablement dessiné, durant lequel de petites pauses étaient ménagées à l'attention du visiteur. De courtes histoires jouées étaient donc ainsi proposées au souverain grâce à des décors montés sur échafaud. Ces échafauds étaient aussi le lieu de reproduction de scènes tirées de la Bible, interprétées par des hommes, des mannequins ou les deux, et mettant en scène les relations entre l'homme, le roi et Dieu. Ces scènes n'étaient pas construites selon une volonté esthétique, mais afin de construire un ensemble de symboliques et de références à la famille royale. Cela donne lieu parfois à l'introduction de panneaux écrits sur la scène, réservant alors la compréhension de l'ensemble aux personnes lettrées et donc au roi. Bien que ces reproductions soient saisissantes et pleines de références à l'égard du souverain, on ne parle pas encore de tableau vivant. À compter du XVIIIe siècle, le tableau vivant se développe et se diversifie. Il a quitté la sphère religieuse pour devenir une pratique qui s'intègre à d'autres, voire parfois se suffit à elle-même. On en trouve sur la scène théâtrale, mais aussi dans d'autres types de spectacles, comme les monogrammes, qui sont des pièces interprétées par un seul acteur. On le retrouve aussi chez certains particuliers. La plus notable d'entre eux, Emma Hart, qui deviendra plus tard Lady Emma Hamilton, est une spécialiste de ce qu'elle appelle les attitudes. Il s'agit pour elle de reproduire les poses de statues antiques. Très appréciée, Emma connaît un succès notoire dans les salons en suscitant un certain érotisme à chaque représentation. Au même moment, le théâtre connaît une remise en question et la notion de tableau naît comme alternative aux actes et aux scènes sur initiative de Diderot. L'art dramatique prend pour modèle esthétique la peinture et les acteurs s'appuient sur la physionomie pour travailler leur rôle. Antoine-Joseph Pernetti, dans son discours sur la physionomie en 1769, l'a définit ainsi. La physionomie constitue un tableau vivant très expressif où la nature développe et présente à nos yeux les vrais traits qui caractérisent chaque homme en particulier. La physionomie se développe donc au théâtre par le biais de catalogues qui illustrent, sentiment par sentiment, quelle émotion génère quelle expression du visage humain.
De nombreux acteurs se sont donc appuyés sur des ouvrages comme Les expressions des passions de l'âme de Charles Lebrun. Les objets vivants semblent plus compréhensibles une fois immobilisés par la peinture, dans le but de les imiter et d'atteindre ainsi une forme d'authenticité absolue. Un comédien reproduisant une émotion de ce catalogue, et nombreux furent ceux à le faire, devient donc à son tour un tableau vivant. La première réelle définition du tableau vivant remonte à 1872. Le dictionnaire de l'Académie française le définit ainsi. Représentation d'une œuvre de peinture ou de sculpture, ou d'une scène dramatique par des personnages qui adoptent une certaine attitude et gardent l'immobilité. Le XIXe siècle est d'ailleurs une période de franc succès pour le tableau vivant qui se diffuse au travers de l'aristocratie ainsi bien sûr qu'au travers du théâtre. La haute société s'empare de cet exercice pour en faire un jeu de salon et le tableau vivant commence à prendre une place très importante sur scène. L'exemple le plus probant de la pratique du tableau vivant dans une pièce de théâtre résonne avec un tableau connu de tous, le radeau de la Méduse de Géricault. Cette peinture illustre un tragique fait divers, un naufrage au large de la Mauritanie au début du siècle. Les canots de sauvetage ont été utilisés par les nobles et le reste de l'équipage a été laissé sur place sur un radeau de fortune. Seules 15 personnes survivront et je vous passe les histoires d'anthropophagie. Cet événement a, à juste titre dirons-nous, énormément fait parler de lui. Géricault a peint sur ce thème entre 1818 et 1819. En 1839, le naufrage de la Méduse de Desnoyers raconte l'événement sur scène et en profite pour donner en direct une représentation du fameux tableau. Le spectacle se situe donc dans ce qui se joue sur scène, ainsi que dans ce moment d'apothéose qui fait appel au plaisir de la reconnaissance chez chaque spectateur. La référence véhiculée n'est pas une fin en soi, mais elle devient une fin grâce à la délectation des initiés. On a plaisir à reconnaître. Le succès de l'ensemble a été suffisamment important pour que quelques années après la création de la pièce, l'affiche en soit tout simplement le tableau. De nombreuses pièces se sont ainsi emparées du phénomène pour étoffer leurs propos ou bien pour offrir un moment spectaculaire à leur public. Les cahiers de mise en scène, documents d'archives qui nous permettent de connaître les décisions artistiques prises lors des créations des pièces, ne gardent pas toujours trace de ces tableaux vivants. Cela souligne parfois leur dimension purement spectaculaire, les enlever au récit ne retire rien au sens de la pièce. Il rajoute en revanche un effet d'attraction d'importance pendant la représentation au regard de ce qu'ils permettent. En effet, les corps féminins et masculins n'ont pas du tout le même statut juridique au XIXe siècle, surtout lorsqu'ils sont ou non en mouvement. Si le corps nu d'une femme est à l'initiative d'un mouvement, il sera jugé obscène, tandis que s'il est bougé par d'autres, comme cela peut être le cas dans le cas d'un tableau vivant au théâtre, alors il sera porteur de sens. Grâce au tableau vivant, il est donc possible de contourner la censure et de mettre du nu sur scène. Après le XIXe siècle, la pratique du tableau vivant au théâtre s'est rarifiée autant qu'elle s'est diffusée dans de nombreux autres domaines artistiques. La photographie qui apparaît au même siècle voit sa théorie se rapprocher en certains points de celle du tableau vivant, puisqu'elle se rapproche davantage du vivant que de la peinture. La photographie, longuement composée, permet de construire l'image de la même façon qu'on construirait un tableau. Aujourd'hui, elle reste un bon moyen de restitution de la pratique et semble indispensable à sa diffusion. Pour exemple, voici ce que j'avais produit comme devoir dans mon cours sur le tableau vivant en reproduisant une affiche de cinéma avec une de mes camarades de classe. Le tableau vivant trouve cependant le moyen d'exister à travers les époques et quel que soit le domaine abordé. Certaines troupes de théâtre contemporaines s'en sont faites spécialistes. C'est le cas par exemple de la troupe italienne Ludovica Arambelli Teatro, qui s'applique à reproduire des tableaux du Caravage, comme par exemple le Crucifiement de Saint-Pierre ou le Martyre de Saint-Matthieu. On retrouve le tableau vivant dans des traditions ritualisées, comme par exemple la crèche vivante, ou encore dans des publicités contemporaines. On ne compte plus le nombre de reprises de la scène de Léonard de Vinci. La musique peut également s'emparer de ce phénomène, je pense par exemple au clip de 70 Millions par Hold Your Horses, qui n'est qu'une suite de tableaux vivants et qui vaut vraiment le détour, vous trouverez le lien en description de la vidéo. On peut aussi évoquer la quasi-totalité du film musical le Rocky Horror Picture Show et plus particulièrement la reprise du tableau American Gothic au début de la chanson Damn It, Janet. Le tableau vivant est une pratique toujours en cours d'exploration et qui se renouvelle continuellement.
Alexa Meade, par exemple, peint sur des corps vivants en les intégrant à des peintures et fait ainsi d'eux des tableaux vivants. Vous trouverez son travail encore une fois dans la partie description. Pour faire une référence au passé, vous vous souvenez d'Emma Hart ou Emma Hamilton avec ses attitudes au XVIIIe siècle ? En 2016, Frankie Clooney, en partenariat avec le Royal Museum Greenwich, proposait aux spectateurs de prendre un crayon pour dessiner l'artiste tandis qu'elle reprenait des poses emblématiques de la vie d'Emma. Dans un autre registre, il est aussi possible de penser au cosplay, qui correspond en tout point à la pratique, incarner une œuvre immatérielle au moyen d'un corps vivant. Les cosplayers peuvent donc être considérés comme des praticiens du tableau vivant, en cherchant à donner une incarnation aussi fidèle que possible de personnages souvent éloignés des standards humains. Le tableau vivant peut exister dans n'importe quel contexte, et la preuve en a été donnée en 2020 durant le premier confinement. Le Getty Museum de Los Angeles a lancé en mars un appel sur les réseaux sociaux en montrant 4 de ses employés tenter d'imiter au mieux des tableaux, et en invitant les gens à faire de même pour se distraire. De très nombreux participants ont répondu à l'appel, en couvrant ainsi une large variété de productions plastiques, mais aussi en trouvant 1001 manières de rendre les scènes les plus convaincantes possibles. Je vous fais défiler quelques exemples qui vous permettront de vous rendre compte à quel point l'initiative a eu du succès. Aujourd'hui, chacun d'entre nous peut donc, au hasard d'un selfie ou d'un Time's Up entre amis, se retrouver sans le savoir en pleine performance d'un extraordinaire tableau vivant. Cette vidéo touche à sa fin et j'espère qu'elle vous aura intéressé autant que j'ai pris de plaisir à vous la préparer. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager afin de faire découvrir le tableau vivant autour de vous. Et n'hésitez pas bien sûr à nous laisser vos questions si vous en avez en commentaire et nous ferons un plaisir comme toujours de vous répondre. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ça n'est pas encore fait et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.